Je suis François Ternoir. Je suis né le 4 novembre 1938. C'est dire qu'en 1968, c'était l'année de mes 30 ans. Mon père, Louis Ternoir, s'était engagé très tôt dans la résistance. Il a été donc très vite, dès je crois vraiment les premiers jours de juin 40, juste après l'appel du général, il s'est engagé dans la résistance. Il était journaliste de métier, comme ma mère, qui était la fille de Francisque Gay, qui avait créé 2 journaux avant la guerre, La Vie catholique d'abord, et ensuite L'Aube, qui était un quotidien très anti-munichois. Et mon grand-père, lui aussi, s'était engagé dans la résistance. Mon père a donc été arrêté en mars 1944, arrêté par la Gestapo, torturé à plusieurs reprises, déporté à Dachau, et heureusement il en est revenu. À la Libération, mon grand-père maternel, Francisque Gay, a très vite fait partie des gouvernements du général de Gaulle. Il a été ministre d'État, vice-président du Conseil. Il a même été, juste après le départ du général, début 1946, celui, comme il était le premier vice-président, celui qui a dirigé le Conseil des ministres à ce moment-là. Mon père, lui, a été élu député assez vite, d'abord sur le parti qui était celui de mon grand-père et celui de Georges Bidault, le mouvement républicain populaire, le MRP. Mais lorsque le général a créé le RPF, il a quitté le MRP pour adhérer au RPF. Et en 1951, il en est même devenu le secrétaire général, il est devenu secrétaire général du RPF, et donc le collaborateur le plus proche du général de Gaulle jusqu'à la fin du RPF en 1954. Et après, lui aussi, une traversée du désert, il a été réélu député UNR, puisque à ce moment-là, le parti gaulliste s'appelait UNR, l'Union pour la Nouvelle République. Il a été élu député de l'Orne et réélu jusqu'à la fin de sa carrière politique. Il avait décidé qu'à 65 ans, il ne voulait pas continuer à faire des trajets entre l'Orne et Paris et trouvait que c'était bien de laisser la place aux jeunes. Il était donc quand même encore député à ce moment-là, en 68. Et mon jeune frère, avait été élu en 1967 le plus jeune député de France à 25 ans. Depuis, d'autres l'ont battu, mais à ce moment-là, on ne pouvait pas se présenter à la députation quand on avait moins de 25 ans. Et il était, lui, député de la Loire. J'étais, pendant toute une période de ma vie, journaliste à l'ORTF, à la télévision, et j'avais quitté la télévision juste 1 an auparavant, mai 68, pour des raisons qui tenaient à la fois à ma belle famille et puis au fait que j'avais constaté, car à cette époque-là, les journalistes à la télévision étaient très mal payés, qu'entre une star comme Léon Zitrone et moi, qui n'était pas du tout une star, il y avait à peine 15% de différence de salaire. Bon, il faut dire que lui, il triplait son salaire avec des collaborations extérieures, ce qui n'était pas mon cas. Et puis on me proposait à ce moment-là, c'était ma belle famille de l'époque, un salaire qui était pratiquement le double de ce que je gagnais à la télévision. Comme je venais d'avoir un 2e enfant et que j'avais une femme qui trouvait que je ne ramenais pas assez d'argent à la maison, donc j'ai quitté la télévision, aussi pour un certain nombre d'autres raisons. Donc, si j'étais resté à la télévision, j'aurais été certainement solidaire de mes camarades qui ont fait grève parce que les conditions dans lesquelles nous travaillions à l'époque à la télévision étaient quand même extrêmement difficiles et que les salaires étaient extrêmement modestes par rapport à d'autres médias comme la radio ou comme dans certains journaux. Donc j'aurais été certainement à ce moment-là solidaire de mes camarades, j'aurais fait grève et j'aurais été, comme tous les autres, viré à la fin des événements de mai 68, puisque à quelques rares exceptions près, dont Léon Zitrone qui, lui, n'avait pas fait grève, tous se sont retrouvés soit virés, soit mutés, les uns à la radio, les autres dans des services sans aucun intérêt. Comment fonctionnait la télévision avant
mai 68, je dois dire que moi, je n'ai jamais senti qu'il y avait une forme de censure. J'ai toujours eu l'impression qu'on pouvait dire ce qu'on voulait. On faisait, je crois, beaucoup d'autocensure. J'ai fait un certain nombre de choses très différentes à la télévision, mais j'ai, par exemple, accompagné une fois le général de Gaulle dans un de ses voyages en province. C'est un voyage qui avait commencé un peu difficilement parce qu'il y avait eu des manifestations d'agriculteurs à Cavaillon. Et nous étions 2 journalistes pour couvrir cela. Moi, je faisais le journal de la mi-journée et mon collègue qui était Charles Finalteri faisait le journal de 20 heures. Je me souviens que j'ai parlé au journal de 13 heures, sans en avoir été du tout empêché ni censuré, des manifestations d'agriculteurs. Le soir, mon camarade Finalteri n'en a pas parlé. Il est possible qu'entre-temps, il y ait eu un coup de fil du rédacteur en chef, mais ce n'était pas à moi pour dire mettez un petit peu le voile dessus. Sinon, c'est un voyage qui avait été très émouvant parce que on était allé en particulier dans l'Ain où il y avait eu une manifestation du souvenir au maquis de l'Ain, et le voyage s'était terminé à Lyon avec énormément de monde, je ne sais plus si c'était place des Jacobins ou place des Terreaux, et où il y avait énormément de monde, et ça suscitait un énorme enthousiasme. Ça devait être, je pense, en 65, mais je ne suis pas complètement sûr de la date. Donc la télévision fonctionnait, et au moment où je suis rentré à la télévision, il n'y avait qu'une seule chaîne. Pendant que j'y étais, il y a eu la création de la 2e chaîne, mais pendant la totalité du temps où j'y étais, il n'y avait qu'un seul journal télévisé qui était diffusé sur les 2 chaînes, donc qu'une seule rédaction à l'intérieur de l'ORTF. Nous étions comme dans ce lieu mythique de la rue Cognac-Jay, et l'équipe n'était pas extraordinairement nombreuse. On devait être, je ne sais pas, 25 journalistes au maximum. Je parle de journalistes, comme on nous appelait, baveux, parce qu'il y avait aussi les reporters d'images, qu'on appelle maintenant les reporters d'images, qui, eux, étaient également journalistes et plus nombreux. Moi, j'ai beaucoup participé à des émissions qui étaient un peu les concurrentes de 5 colonnes à la une. 5 colonnes à la une étaient faites par une équipe complètement différente. Pierre Desgros, Pierre Lazarev, Pierre Dumayet et Igor Barrère. Mais la rédaction du journal télévisé faisait également des émissions. J'en ai fait une qui s'appelait 7 jours du monde, et ensuite qui a été suivie par une autre émission qui s'appelait Panorama. Et là, c'était un petit peu ce que j'ai fait de plus, mais alors les sujets étaient extrêmement variés. En 1963, c'était le premier numéro de 7 jours du monde, c'était sur les 20 ans de Johnny Hallyday. Et j'en ai fait aussi qui était, ça me revient en mémoire, l'interview d'un pasteur américain qui s'appelait Billy Graham, qui faisait des barnums pour essayer de convertir les gens à je ne sais plus quelle obédience du protestantisme. Les sujets étaient extrêmement variés. Je n'ai pas... Et j'ai eu la chance, parce que je crois que c'est une chance, j'ai eu la chance de ne pas être trop spécialisé. J'ai fait aussi bien, puisque c'était le cas lorsque j'ai fait un voyage avec le général de Gaulle, quelque chose de politique. J'en ai fait qui tenait aux variétés, j'en ai eu beaucoup qui tenaient au cinéma, ce qui m'a permis de rencontrer et d'interviewer un certain nombre de stars. Et j'ai vu récemment dans des émissions, j'avais complètement perdu en mémoire, des interviews que j'ai faites de Bourvil, de Funès et Gérard Houry au moment de la sortie de La Grande Vadrouille. Et je l'avais complètement oublié, j'étais content de me revoir
Je suis le seul à me reconnaître parce que j'ai pris beaucoup de kilos depuis. Au moment de mai 68, ce que j'étais, je n'étais plus journaliste, mais j'étais terriblement intéressé par ce qui se passait. Et je dirigeais une petite PME dans le négoce des vins, donc c'est tout à fait différent de ce qu'avait été mon activité professionnelle avant cela. Et très vite, avec les problèmes de grève dans les banques, le manque d'approvisionnement d'essence, nous avons été obligés pratiquement d'arrêter toute notre activité professionnelle, ce qui m'a laissé beaucoup de temps, ce qui m'intéressait beaucoup, puisque moi étant toujours journaliste dans l'âme, j'étais très curieux. J'habitais à ce moment-là Boulogne-Billancourt et comme tous les négoces de vin, nous nous trouvions dans l'est de la capitale, installés soit à Bercy, soit à Charenton. Et tous les matins, je faisais un détour pour passer boulevard Saint-Michel, rue Gay-Lussac, pour voir un petit peu dans quel état se trouvait tout le quartier latin, qui était le théâtre des événements de mai 68. Je dois dire que certains matins, c'était quand même très abîmé, en particulier la rue Gay-Lussac, qui est une rue qui est assez chère à mon cœur, puisque ça a été là que lorsque sortant de la clinique après ma naissance, mes parents avaient un appartement rue Gay-Lussac, donc j'allais voir presque tous les matins si la maison, l'immeuble dans lequel j'ai vécu les premiers mois de ma vie était toujours entier. Voilà. Et puis, je dois dire que comme sans doute beaucoup d'autres, je ne comprenais pas bien les motivations des étudiants. Bon, comme chacun sait, c'est parti d'une histoire à Nanterre où les garçons ne pouvaient pas aller voir les filles, et c'était quand même un motif qui me paraissait un peu dérisoire. En revanche, c'est certain que très vite, son premier motif, qui datait de mars, a disparu, et que les étudiants, qui étaient quand même très politisés, ils venaient presque tous, en tout cas au départ, de la sociologie à Nanterre. Je fais une toute petite parenthèse. Ma sœur, qui est nettement plus jeune que moi, qui a 8 ans de moins que moi, était en sociologie à Nanterre. Mais, et elle l'a regretté toute sa vie, je crois qu'elle le regrette encore, elle était partie 2 ou 3 mois avant pour prolonger ses études aux États-Unis, donc elle a raté le mouvement de mai 68, ce qui ne l'a pas empêché de rester très proche tout le temps après des étudiants qui étaient en tête des mouvements étudiants à ce moment-là. Donc j'étais quand même au moins par ma famille, très impliqué dans la vie politique, et je me sentais complètement gaulliste. Donc je ne comprenais pas qu'on puisse autant contester un homme pour lequel j'avais la plus grande admiration. Cela dit, je ne me suis jamais senti, je ne crois pas d'ailleurs que mon père non plus, comme un homme de droite. Donc je me sentais plutôt proche de ce qu'on a appelé les gaullistes de gauche, et j'étais quand même assez partagé. Voilà à peu près dans quel état d'esprit j'étais au moment de mai 68. Comme l'activité s'est beaucoup réduite à ce moment-là, j'avais du temps libre. Et c'est une petite anecdote, mais je m'en souviens, je suis allé à plusieurs reprises à l'Odéon, où il y avait un débat permanent. Et un jour, j'ai bondi de mon siège, beaucoup, vous le comprenez, parce qu'il y avait la vie de mon père que je trouvais en jeu, lorsque certains voulaient absolument comparer les CRS à des SS. Et je me suis levé au milieu du théâtre, et je dois dire que ça a créé un silence, car j'ai dit avec une voix suffisamment forte pour qu'on m'entende dans tout le théâtre, on ne peut pas comparer les CRS avec des SS, ce n'est pas la même chose, et vous n'avez pas le droit de faire cette comparaison. C'était d'autant plus dur que d'un côté j'avais une amie, de l'autre côté mon épouse, et qui me tirait
par les pans de ma veste pour me faire rasseoir de peur de se faire casser la figure. J'ai quand même réussi à défendre mon point de vue, je l'ai fait dans un silence, et il y a eu une discussion qui a permis quand même, je crois, de faire évoluer un peu l'état d'esprit d'un certain nombre. Je n'ai pas assisté aux réunions des gens de l'ORTF, je n'étais plus journaliste, je n'étais plus à l'ORTF, donc je me tenais informé par mes amis au téléphone ou en les voyant en allant manger avec eux, déjeuner ou dîner, mais je n'ai pas assisté, je n'étais plus là. Donc j'étais un peu éloigné. Je dois dire que je l'ai regretté parce que je regrettais de ne pas pouvoir être solidaire. Et puis je l'ai moins regretté en me disant que j'aurais certainement subi les foudres des directeurs de l'ORTF à ce moment-là et que je me serais retrouvé père d'une famille de déjà 2 enfants sans job, ce qui est arrivé à certains de mes confrères. Je ne suis pas allé à ce moment-là à Renault ou je pense d'ailleurs que ça n'aurait pas été bien vu. La CGT avait un service d'ordre suffisamment bien organisé pour éviter que des curieux, surtout avec l'étiquette que je pouvais avoir un peu au front, fils et frères de parlementaires gaullistes, auraient été assez mal vus. Je ne voulais pas me trouver aussi, et c'est pour ça que dans le fond j'ai moins regretté d'avoir quitté l'ORTF un an plus tôt, je ne voulais pas non plus pouvoir être une gêne ni pour mon père ni pour mon frère qui s'était engagé dans la politique, qui faisait, contrairement à ce qu'on peut penser, un métier difficile, car le métier de parlementaire, en particulier lorsqu'on représente une circonscription de province, est un métier extrêmement prenant. Et puis est arrivée la fin du mois de mai, l'appel du général de Gaulle à la radio, et j'ai entendu dire qu'il y aurait une manifestation qui aurait lieu sur les Champs-Élysées en soutien au général de Gaulle. Je dois dire que lorsque j'y suis parti, j'étais absolument persuadé qu'on serait quelques centaines, et il se trouve que c'est les chiffres qu'on a donnés, je ne sais pas s'ils sont exacts, et nous sommes retrouvés à près d'1 million sur les Champs-Élysées pour défendre c'était pas la politique du général de Gaulle, mais le général de Gaulle. Et donc c'est comme ça un petit peu que moi j'ai terminé mai 68 en allant défiler sur les Champs-Élysées. Est-ce que pendant la manifestation du 30 mai 68, j'ai entendu des slogans tels que « Cohn-Bendit à Dachau ». Non, je ne les ai pas entendus, et heureusement parce que j'aurais sans doute été extrêmement choqué compte tenu du passé de mon père qui, lui, avait été à Dachau. Je pense que certains pouvaient le penser, ou en tout cas souhaiter que Cohn-Bendit, qui à ce moment-là n'avait pas la nationalité française, il l'a acquise il n'y a pas si longtemps, retourne en Allemagne. Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu, au cours de cette manifestation, mais elle était tellement nombreuse que ça ne veut pas dire qu'à d'autres endroits, il y ait eu des slogans, mais c'était plutôt des slogans de soutien que des slogans hostiles à qui que ce soit. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai dans le souvenir. Ça commence à dater un petit peu, 68, et ma mémoire n'est peut-être pas aussi agile qu'elle l'était, mais je n'ai pas du tout le souvenir de slogans hostiles. J'ai tout à fait le souvenir de slogans répétés de soutien au général, de Marseillaises chantées et rechantées, mais je n'ai pas le souvenir de quoi que ce soit. C'était pas une manifestation contre, c'était une manifestation pour. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que ça a eu un impact aussi important et que ça a été le début de la fin pour le mouvement des étudiants et les grèves, puisque très vite après, bien sûr, il y a les négociations qui avaient lieu en sous-main et dont personne n'était au courant entre le gouvernement
et les syndicats, et en particulier la CGT, mais ça a aussi permis très vite. Je crois aussi que la manifestation qui avait précédé et qui avait eu lieu à Charléty n'avait pas eu les résultats escomptés sur l'esprit des gens. Au contraire, je pense qu'il y a eu des craintes qui se sont manifestées à ce moment-là et qui ont amené sans doute un certain nombre de gens qui n'auraient pas manifesté à aller sur les Champs-Élysées le 30 mai. La crainte que j'avais, c'était que ça devienne un petit peu, pour reprendre un mot du général, la chienlit. Ça l'était, hein, c'était pas loin de cela, mais je n'avais pas de crainte sur le plan de l'avenir politique de la France. Je n'ai pas le sentiment d'avoir, à quelque moment que ce soit, craint que l'armée prenne le pouvoir, que des factions de droite se manifestent. Non, j'ai pas eu. Non, j'ai craint que parce que c'était quelque chose qui était sensible, que compte tenu du fait que pratiquement toute l'économie s'était arrêtée, il y avait que la solution soit très difficile à trouver et que ce soit très difficile que l'économie reparte, ce qui n'a pas été le cas. Une autre petite anecdote, c'est qu'il y a quelque chose qui a pu commencer très vite et qui a bien marché, c'est le tournoi de Roland-Garros. Et comme je n'avais pas à aller au boulot parce qu'il n'y avait rien à faire, je suis allé quand même beaucoup à cette époque-là à Roland-Garros. Il faut dire qu'à cette époque-là, époque heureuse, il n'y avait pas besoin de prendre ses billets 1 an ou 2 ans à l'avance pour pouvoir rentrer sur le cours central de Roland-Garros. Et j'ai pu assister à énormément de matchs particulièrement intéressants. L'activité, naturellement, a repris petit à petit après. Dès que les pompes à essence ont été à nouveau approvisionnées, je dois dire que tout de suite, l'activité a repris et il y avait beaucoup à rattraper. Donc, pour moi, la suite de mai 68, ça a été aussi que je n'ai pas pu prendre de vacances du tout en août 68, tellement il y avait de boulot à rattraper. Pendant la grève, j'ai eu aussi des contacts avec un certain nombre de journalistes. J'en avais quelques-uns qui étaient vraiment des amis proches. L'un qui s'appelait Thierry Roland et avec qui j'allais à cette époque-là à Roland-Garros. Et il a été, comme d'autres, à la suite de mai 68, renvoyé de la télévision, mais pour être réaffecté à France Inter, où il a continué son métier de journaliste sportif. Mais à tel point que j'ai gardé des contacts, c'est que c'est un peu vraiment une anecdote par le petit bout de la lorgnette. Nous avons créé une association des gastronomes de France Inter. Il fallait avoir été à France Inter, ce que j'avais été, moi, parce qu'avant d'être à la télévision, c'était pas France Inter, c'était Paris Inter, c'est vous dire si c'est ancien. Et c'était l'obligation, et aimer naturellement la bonne chair. Et nous avons créé, juste après 68, l'association des gastronomes de France Inter, ce qui nous permettait d'aller manger dans les meilleurs restaurants de France et de Navarre. Sinon, j'ai le souvenir d'un journaliste qui était lui aussi le fils d'un député UNR, dont j'ai oublié le nom, je le retrouverai peut-être, qui était lui aussi très, très, très gaulliste dans l'esprit, mais qui a fait grève, parce que lui était encore là, et s'est retrouvé viré, mais alors encore plus gravement que les autres, parce qu'on considérait que, compte tenu de ses relations familiales, il n'avait pas le droit de faire grève. Sinon, je suis resté proche d'un certain nombre dont l'un était sans doute l'un de ceux qui était le plus agissant à ce moment-là, qui est Maurice Sévenot, avec qui j'ai conservé beaucoup de liens pendant longtemps, ainsi que d'autres comme Robert Chapat, Roger Coudert. Et ils n'en ont pas voulu, pour l'essentiel, à certains députés UNR, puisque quelque temps après, dans la commune dont mon père était le maire, j'ai organisé un match de football. Et ils sont tous venus. Il y avait aussi bien Chapat, Roland, François Janin,
Georges Decaune, et qui sont venus dans un tout petit village du fin fond de l'Orne pour inaugurer le nouveau stade que mon père avait créé dans cette petite commune. Donc les liens que j'avais amicaux avec eux n'ont pas empêché qu'ils aillent soutenir les créations d'un député ULR. Dans une période qui a suivi assez de peu de temps au sein de l'ORTF, les choses se sont durcies. La mainmise du pouvoir à ce moment-là sur ce qu'on appelait le conducteur du journal télévisé, c'est-à-dire ce qu'on disait et diffusait dans le journal télévisé, a certainement été encore plus importante qu'elle ne l'était avant, dans les mois qui ont suivi. Je pense qu'à partir de l'élection de Georges Pompidou et de l'arrivée à Matignon de Jacques Chaban-Delmas, les choses ont considérablement changé. Jacques Chaban-Delmas était beaucoup plus libéral dans ce domaine-là. Je ne suis pas certain que Georges Pompidou l'était, mais Jacques Chaban-Delmas, lui, l'était. Donc là, petit à petit, les choses ne se sont pas faites en un jour, mais petit à petit, la mainmise du pouvoir s'est un peu changée. Le départ aussi d'Alain Perfit du ministère de l'Information a certainement changé les choses. Lorsque Alain Perfit, je ne sais plus exactement à quelle date il est devenu ministre de l'Information, là vraiment c'était, avant de déterminer le conducteur du journal télévisé, c'était soumis au ministre qui donnait son accord ou pas son accord. Ça ne l'était pas, en tout cas je ne l'ai jamais senti comme ça pendant la période où j'y étais, mais je n'étais pas forcé, je n'étais pas rédacteur en chef, je n'étais pas directeur de l'information, donc je n'étais pas... mais je n'ai pas le sentiment que dans notre travail quotidien de journaliste, nous ayons été vraiment empêchés. On ne parlait pas de tout, et c'est vrai, mais quand même après l'élection de 65, où on avait vu arriver sur les écrans François Mitterrand, Jean Le Canuet et quelques autres, Tixier-Vignancourt, c'était difficile aussi, mais dans la période donc, qui a suivi cette élection de 65 jusqu'à mon départ en 67, de complètement occulter qu'il y avait d'autres hommes politiques en France qui n'épousaient pas complètement la politique du général. Donc j'ai eu l'impression que dans cette période-là, moi j'y étais, il n'y avait pas un ostracisme aussi violent qu'il y a pu y avoir après. Mon père étant plus près des gaullistes de gauche que ne l'était mon frère, de Capitan, de Vallon. Mon père a toujours été extrêmement proche d'Edmond Michelet. Et moi, c'est quelqu'un pour lequel j'avais beaucoup d'admiration, à tel point que je lui ai demandé, il a accepté d'être mon témoin de mariage, lors de mon premier mariage. C'est Edmond Michelet qui a été mon témoin. Cette famille-là qui a toujours été pour moi la plus proche, c'est, disons, ceux qu'on appelait les chrétiens, les démocrates, je retrouve le terme, les démocrates d'inspiration chrétienne avant la guerre. C'est pas tout à fait des démocrates chrétiens, parce que la notion de démocrate chrétien a plutôt été attribuée au MRP dans le mouvement dans lequel il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas à gauche et même qui étaient assez à droite. Mon père, mon grand-père étaient des gens qui étaient plus des gens qui... des chrétiens sociaux. Ce qu'on pourrait appeler des chrétiens sociaux, c'est moi, la famille dans laquelle je me suis toujours senti le plus à l'aise. Je parle de la famille politique, mais aussi de ma famille personnelle. Et je n'avais pas de contact particulier en mai 68 avec des gens comme les gaullistes de gauche, estampillés gaullistes de gauche, mais j'en avais avec mon père, qui lui en avait certainement. Et
je pense que ma vision est peut-être un peu trop celle d'un fils qui avait beaucoup d'admiration et d'amour filial pour son père, mais je crois que c'est pas tout à fait cela. Mais mon père a toujours été quelqu'un d'extrêmement tolérant, d'ouvert, et qui s'intéressait toujours aux gens qui étaient plus en difficulté. Et il l'a fait avant la guerre. Il a fait partie des journalistes qui ont dénoncé les accords de Munich. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, il s'est engagé très vite dans la résistance. Au sein du MRP, puis ensuite du RPF, les questions sociales ont toujours été celles qui l'intéressaient le plus. Je me souviens qu'il a fait, dans sa traversée du désert, il en a profité pour aller faire un voyage de plusieurs semaines aux États-Unis pour étudier comment agissaient les syndicats américains pour essayer de s'en inspirer pour la France. Il a toujours été aussi un petit peu, sans doute, c'est le fait de la résistance, mais très attentif au peuple qui était opprimé, et à tel point que plus tard, il s'est engagé dans la défense des Palestiniens, et il a créé une association qui était l'association France Pays Arabes, ce qui l'a amené à beaucoup circuler dans tout le Moyen-Orient, le Proche-Orient, pour aller voir les responsables politiques, mais aussi ceux qui résistaient dans leur pays contre des dictateurs ou contre des abus de pouvoir. Je dois dire que à la fin de mai 68, j'ai été repris par mon activité professionnelle. Il fallait rattraper beaucoup de choses parce que pendant toute cette période, on avait eu vraiment des difficultés d'approvisionnement parce que nous étions donc négociants en vin dans la région parisienne. Il fallait que les camions puissent nous amener du vin. Il fallait qu'on puisse, nous, parce que c'était notre métier, le mettre en bouteille et le distribuer. Et donc, à toute cette période, on a eu énormément de difficultés. Donc, moi, la fin de mai 68, c'est surtout, dans ma mémoire, une reprise intensive du travail dans une petite entreprise. J'ai pas le souvenir d'autres événements que c'est reparti. C'est reparti. Il faut rattraper le temps perdu. Ça n'a pas été du temps gâché, mais ça a quand même beaucoup compromis l'activité industrielle, commerciale du pays. Donc il faut mettre les bouchées doubles pour pouvoir recommencer à avoir une activité économique. C'est cela mon souvenir principal de la reprise juste après mai 68. À plus long terme, je pense que ça a été, comme beaucoup de choses, à la fois une bonne et une mauvaise chose. Il y a quand même eu, après mai 68, un souffle de libération des esprits qui ont certainement permis dans des familles d'avoir peut-être une meilleure prise en compte des désirs des jeunes. Je pense que il y a des conséquences un peu plus lointaines, mais le fait que la majorité soit passée ensuite, ça c'est au début du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, de 21 à 18 ans, c'est une conséquence de mai 68. Et pour dire que ça intéressait ma famille, c'est mon frère Alain, qui était l'un des plus jeunes députés, comme je vous l'ai dit, qui a été le rapporteur de la loi sur la majorité à 18 ans. Les conséquences de mai 68, ça a sans doute été aussi extrêmement important dans tout ce qui a concerné l'éducation nationale. Ça, je pense qu'il y a eu énormément de changements qui sont dus à ce qui s'est fait à ce moment-là. Est-ce que ça a toujours été une bonne chose? Je n'en sais rien.
sont pas capables d'avoir un jugement définitif, mais je pense que globalement, ça a aussi permis de décongestionner un peu une société. Tout le monde se souvient de l'article de Viançon-Ponté dans Le Monde, quelques jours avant le déclenchement de mai 68, disant «La France s'ennuie». La guerre d'Algérie était terminée déjà depuis 6 ans. Et les jeunes n'avaient plus sans doute d'objectifs, de projets de vie qui suffisamment enthousiasmants, et ça a sans doute beaucoup joué. Je pense aussi, là, ce terme de projet de vie et de but m'y fait penser, je pense aussi que beaucoup d'ONG, je pense à Médecins sans frontières et à d'autres, viennent de cet esprit de mai 68 qui, l'attention aux autres a sans doute été beaucoup plus importante après mai 68 qu'avant. Et dans ce domaine, je pense que c'est une très bonne chose. Je n'ai jamais été tenté de me présenter à une élection politique, c'est immodeste, mais de peur d'être élu. Car j'ai vu la vie qu'avait mon père, mon frère, et je me suis dit que c'était une vie extrêmement difficile. J'ai toujours été très choqué par les termes que beaucoup ont employés de tous pourris. Ça n'est pas vrai. Il y a, comme dans tout corps, des branches pourries, mais la plupart de ceux qui s'engagent en politique, que ce soit à un niveau local, départemental ou national, sont presque toujours mus par une envie de servir les autres. Et j'ai l'expérience dans ma famille, mon père et mon frère ont quitté la vie politique avec des dettes. Et ils n'ont pas fait fortune dans la vie politique. Il y en a qui l'ont fait, on le sait. On le sait d'autant plus maintenant que la presse, la justice et d'une façon générale, tous les Français y sont beaucoup plus attentifs. Il y en avait sans doute avant qui sont passés sans que personne s'en rende compte, mais l'essentiel des gens qui, je pense, s'engagent en politique ne le font pas avec un but de faire de l'argent et de faire fortune. Il y en a, c'est vrai, mais c'est une minorité.